Devant la jeune femme se dressait un démon de glace gigantesque. Elle n'était qu'une novice totale qui venait à peine de commencer et pourtant elle devait affronter cette créature terrifiante. Mais en tant que gardienne portant l'honneur des Campbell, Cecily ne pouvait reculer. Elle serra son épée et fonça. Les yeux du monstre ne trahissaient aucune émotion. Il lança une pluie de petits piliers de glace droit sur elle, et Cecily n'avait aucun moyen de se défendre ni de contre-attaquer. Elle s'effondra au sol, les yeux grands ouverts, regardant impuissante le monstre porter le coup fatal, puis, à l'instant précis, avant la mort, une lueur trancha l'air. C'était l'arc d'une lame d'un tranchant mortel qui interrompit l'attaque en un instant. Devant elle se tenait un jeune homme de son âge, Luke, et c'était déjà la 3e fois qu'il la sauvait de la mort. Notre histoire commence dans la cité de Houseman, un hub marchand indépendant, à l'abri de l'Empire comme de la monarchie. Quand les voyous impériaux venaient embêter les marchands, Cecily dégainait et disait « Disparaissez tout de suite ou vous perdez quelque chose de cher ». Au début, les commerçants étrangers tentèrent de résister, mais quand ils apercevaient l'insigne de la garde nocturne, ils juraient entre leurs dents « Je me souviendrai de toi », puis prenaient à la fuite si vite qu'ils laissaient aux leurs sandales. Grâce au courage de Cecily, les gens pouvaient commercer en paix. Ils étaient sincèrement reconnaissants envers la jeune chevalière et alors qu'elle prenait les louanges des habitants, un fracas assourdissant retentit non loin. Mêlée aux cris des citadins paniqués, Cecily vit un homme brandir une épée énorme en furie. Partout où sa lame frappait, les marchandises volaient en éclats. À sa tenue, elle comprit qu'il s'agissait d'un guerrier. Elle lança un avertissement exigeant qu'il cesse ou qu'elle n'attaquerait, mais malgré ses cris, l'homme ne montrait aucun signe d'arrêt. Cecily attaqua, il riposta et d'un simple coup basique, il la projeta en arrière. La puissance du type la laissa sonner. Le vrai combat était tout autre chose. Cecily se ressaisit et se releva, déterminée à arrêter ce chevalier devant elle. Cette fois, c'était pire encore. L'adversaire balançait son épée presque nonchalamment et la lame de Cecily se brisa en deux comme du verre. Ce n'était pas une arme ordinaire. Il avait été transmis sur 3 générations, fierté et symbole de la famille Campbell. Voir son épée brisée anéantit l'esprit de Cecily, qui resta figée sans même tressaillir quand son adversaire leva sa lame pour l'achever. Au moment où l'épée allait fendre Cecily en deux, une autre lame l'intercepta. Au lieu de la dévier, elle la traversa net, la scindant en deux. Le guerrier sonné retrouva ses esprits sous le choc. Il s'arrêta. L'incident se termina là, d'autres chevaliers arrivant pour le maîtriser et l'arrêter. Le jeune homme se tourna vers Cecily, déçu. C'était tout ce qu'elle avait et elle osait se dire chevalière. Sur ces mots, Luke s'éloigna. Lisa courut après lui, essoufflée, peinant à le rattraper. Peut-être que toute l'affaire l'avait mis tellement de mauvaise humeur qu'il n'avait plus envie de rien. Il rentra directement chez lui et sombra dans un profond sommeil. Cecily, elle, emmena son épée brisée à la forge la plus réputée de la ville pour demander qu'on restaure l'héritage familial. Ils ne purent rien faire. Aujourd'hui, on coule le fer dans des moules. Presque personne ne forge plus une épée à partir d'un seul morceau comme autrefois. Reboucher une épée brisée pour qu'elle redevienne une seule lame est encore plus ardu. Très peu d'artisans ont ce savoir-faire. Cecily se souvint de la lame tranchante de Luke et demanda au maître forgeron l'adresse de ce dernier. Par chance, il était aussi forgeron. Elle se présenta avec tenue et gravité. Cecily Campbell, chevalière de 3e génération des Campbell, venue supplier Luke de forger une épée qui ne se briserait jamais. Lisa, qui n'avait pas saisi la portée de la démarche, allait objecter que rien ne dure éternellement quand Luke l'interrompit. Il refusa le travail multipliant les prétextes. Cette katana venait de son père. Il prétexta ne rien connaître au forgeage. Avant 5 secondes, Lisa laissa échapper la vérité et le trahit immédiatement. Cette épée, en réalité, avait été forgée par Luke lui-même. Apprenant qu'il la jugeait indigne d'une lame de qualité, Cecily répliqua que les Campbell protégeaient Houseman depuis la fondation de la cité. C'était leur plus grand honneur et une responsabilité indéniable. Cecily n'était chevalière que depuis 1 mois, depuis que son père était mort d'une grave maladie. Étant l'aînée, elle n'allait pas laisser disparaître la tradition familiale et elle supplia Luke de la regarder se battre puis de trancher son sort. À peine eut-elle fini de parler que des cloches d'alarme retentirent au-delà des murailles. Un convoi d'approvisionnement était attaqué. Cecily fonça vers le tumulte et découvrit de nombreux chevaliers gisants, gravement blessés. Les coupables n'étaient pas humains, mais des loups monstrueux. Luke scruta leurs yeux et sentit quelque chose d'anormal.
quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Cécilie, inconsciente du fossé qui la séparait de ses adversaires, surestima sa force et chargea seule pour en mettre plein la vue à Luc. Elle frappa l'une des bêtes, sans laisser la moindre entaille sur sa peau. Alors que la créature levait sa griffe pour l'écraser, Luc arriva et trancha le loup en deux d'un seul geste sans effort apparent. Les loups, restants, se jetèrent sur lui mais furent éliminés avec précision. Ses pieds valsaient en avant et en arrière avec agilité, son corps ondulait pour éviter chaque coup et dès qu'une créature laissait une ouverture, elle était abattue. Quand Luc eut fini avec les loups, un éclair violet jaillit à l'horizon. À son terme, une brume glacée déferla sur les terres, transformant en glace tout ce qu'elle touchait. Quand la brume se dissipa, elle révéla le monstre colossal qu'on avait vu au début. Luc savait que Cécilie n'avait aucune chance, alors il ordonna à Lisa de la faire sortir d'ici. Il resterait seul pour l'affronter. Ses mots étaient fermes et décidés, mais lui-même doutait de pouvoir gérer la bête en solo. S'il n'y prenait garde, la créature pourrait le dévorer aujourd'hui et le recracher demain. Luc fit de son mieux pour repousser la pluie de glace inlassable lancée par le monstre. Mais par une seconde d'inattention, il prit un coup et tomba. Une tempête d'éclats de glace continua de s'abattre sans pitié et alors qu'ils allaient pétaopercer Luc, Cécilie revint en trombe. Sur l'honneur du nom Campbell, elle ne pouvait pas abandonner quelqu'un en danger. Voyant la détermination de Cécilie, Luc se tut. Il ordonna à Lisa d'apporter son épée et une billette d'acier, puis entama un prodige de forge magique. Sur l'ordre de Luc, lui et Lisa fermèrent chacun un œil. Leurs pupilles tremblèrent et bougèrent rapidement. Un cercle magique apparut au sol sous eux, et au centre, une sphère d'énergie mystique s'anima. Luc plaça la garde et le lingot d'acier à l'intérieur. Il murmura chaque étape complexe du forgeage à voix haute. À chaque geste, le lingot se transforma, prenant progressivement forme jusqu'à ce qu'une épée naisse. Quand elle fut achevée, Luc en extirpa une lame cramoisie flamboyante. On aurait dit qu'elle brûlait d'une flamme éternelle, assez vive pour tout réduire en cendres sans jamais s'éteindre. Avec cette lame, Luc n'avait plus peur du monstre. Grâce à Cécilie qui lui avait offert du temps, il avait pu forger la lame. L'épée familiale brisée de Cécilie, ayant accompli son ultime devoir, s'effrita en fragments. Qu'elle ait tenu aussi longtemps relevait du miracle. Luc serra la garde et avança. En levant le bras, les flammes de la katana s'éveillèrent en rugissant. Quand le monstre lança ses griffes, une seule entaille horizontale brisa complètement son attaque. Cécilie observa, médusée. C'était la katana dont elle avait toujours rêvé. Lisa précisa à voix basse que forger une katana de ce niveau n'avait jamais été une mince affaire. À part les nombreuses étapes complexes, rien que le chauffage et le forgeage du lingot suffisaient à éliminer d'innombrables forgerons. Les forgerons. Le monstre sembla sentir que son adversaire s'était considérablement renforcé et se transforma encore. Son corps grossit davantage, son torse n'était plus une simple sphère mais avait désormais un avant et un arrière distincts. Des ailes jaillirent de son dos et lâchèrent une grêle glacée directement sur Luc. Luc serra plus fort son épée et s'élança pour esquiver. Sa vitesse était impressionnante, mais la densité de la glace était écrasante. De nombreux éclats frôlèrent sa peau sans le toucher de plein fouet. Cécilie se demanda pourquoi Luc n'empoignait pas son sabre pour parer. La faiblesse d'une katana tient à sa finesse et à sa fragilité. Comme elle l'avait vu avant, Luc avait été abattu quand sa précédente katana s'était brisée. Il ne pouvait tout simplement pas se permettre de parer, il devait esquiver. C'était le style de combat que tout utilisateur de katana était forcé de maîtriser. On aurait dit que Luc était submergé, mais la réalité était tout autre. Il connaissait sa portée et savait exactement quand saisir une ouverture. Comme pour confirmer les paroles de Lisa, Luc bondit en avant et traça une énorme entaille sur le ventre du démon, puis utilisa sa patte comme tremplin pour s'élever et porter une fauchée finale qui fendit la bête en deux. Voir ça a ouvert les yeux de Cécilie sur un tout nouvel univers. Luc n'était pas seulement puissant et expérimenté, son épée était d'une qualité incroyable. Le seul regret, c'est qu'elle n'était utilisable qu'une fois. Après le combat, elle se désintégra dans le vent en poussière, ne laissant rien derrière. Et ce ne fut pas seulement le katana. L'armure de Cécilie subit le même sort. Elle l'avait utilisée pour protéger Luc, et maintenant elle gisait brisée, morceaux tombant au sol, laissant sa poitrine découverte. La caméra monta vers le ciel à ce moment, et le cri déchirant de Luc résonna. Le matin suivant, Cécilie lui parla de la prime, puis s'excusa, penaude mais sincère. Mais comment Luc pouvait-il se contenter d'excuses ? Elle avait eu l'audace de le frapper si fort qu'elle l'avait défiguré et croyait qu'un simple « désolé » suffirait, comme si ses poings étaient des bijoux en or sertis de diamants ou armés d'une ogive nucléaire.
Car quoi qu'il en soit, il a suffi d'un seul coup pour qu'il atterrisse ainsi. Il devrait la frapper en retour pour qu'elle comprenne la douleur. Après la raclée, Luke ne put se présenter à la conférence de Valbenil, où tout le monde discutait du démon qui avait déclenché la guerre 44 ans plus tôt. La réapparition d'un démon la veille les a convaincus que le jour de son réveil n'était plus loin. Il fallait courir contre la montre. Si l'humanité trouvait l'épée sacrée en premier, il y avait encore de l'espoir. Mais si Valbenil se réveillait et que l'humanité n'avait toujours pas l'épée, autant commencer à creuser sa tombe dans le jardin. Le passage dans l'au-delà n'en serait que moins surprenant. Sur les lieux du raid d'hier, les chevaliers avaient capturé quelques bandits et les avaient interrogés. Ils n'en savaient rien sur la mystérieuse silhouette aux commandes. Tout s'était fait parce qu'on leur avait promis un trésor dans le convoi et ils avaient attaqué. De plus, leur chef avait été transformé en monstre par cette même personne. À peine le bandit eut-il fini de parler qu'une créature jaillit de sa bouche. Heureusement, un chevalier réagit assez vite pour la tuer avant qu'elle n'agisse. Gérer ce genre de phénomène était vraiment angoissant, personne ne pouvait prévoir quel événement cataclysmique surviendrait ensuite. Le chevalier en fit rapport à ses supérieurs, le convoi transportait une caisse d'épée qui n'était clairement pas des armes ordinaires. La silhouette mystérieuse la convoitait, sans doute. Heureusement, Luke était arrivé à temps. De retour avec lui, il vaquait à ses occupations habituelles, forgeant dans son atelier. Cécilie regardait de l'extérieur car la règle interdisait aux femmes d'entrer. Lisa, en tant qu'assistante spéciale, faisait exception. Le façonnage complexe que Cécilie venait de voir n'était que la toute première étape, et en plus, Luke ne forgeait là qu'un simple couteau de cuisine. Rien que ça montrait combien une véritable katana valait cher. Cet apprentissage renforça la détermination de Cécilie à obtenir une arme forgée par Luke. Elle le harcela sans relâche jusqu'à ce qu'il cède, exaspéré et épuisé, juste pour avoir la paix. Mais si tu veux manger, il faut travailler, pas de boulot, pas de repas. Le tarif de forgeage, lui, n'était pas négociable. L'acier brut pour une katana exigeait une nuance spéciale, d'une pureté maximale. Les frais de finition et de polissage, plus 77 autres dépenses, retomberaient tous sur Cécilie. Elle faillit s'évanouir en apprenant ça. Elle travaillait pour l'État, pas pour des bandits. Comment diable allait-elle payer tout ça? Paiement en plusieurs fois, crédit? Luke répondit froidement, absolument pas. En y réfléchissant, elle comprit que ce type lui rendait volontairement la vie difficile. Elle songea à y aller façon Mike Tyson, gauche-droite, crochet direct dans la gorge. Le lendemain matin, Cécilie alla travailler de mauvaise humeur. Tout le monde supposa qu'elle s'était disputée avec son copain. Pourtant, personne ne savait que Cécilie n'avait même pas de chien et encore moins un copain. À cet instant, son supérieur la convoqua et lui confia une mission importante de protection. Comme elle connaissait Luke, elle était la candidate la plus adaptée. Quand Cécilie entra, une jeune fille d'une beauté renversante attendait déjà un certificat de bonne conduite épinglé sur la poitrine. Elle s'appelait Arya, la personne que Cécilie devait protéger. Cécilie fut surprise d'escorter une personne au lieu de marchandises comme d'habitude. Enfin, personne n'était pas tout à fait exact. Arya était une épée démon. Le fourreau que tout le monde avait vu plus tôt était destiné à contenir Arya. Pour éviter le vol, elle s'était transformée en humaine et était venue en ville seule. Grâce à cela, elle avait échappé à la silhouette qui avait pactisé avec un démon. Une fois le briefing terminé, Cécilie n'a pas perdu une seconde et est allée direct chez Luke. Dès qu'ils se sont vus là, ils se sont lancés dans une dispute en bonne et due forme, se renvoyant la balle sans arrêt. Arya trouvait ça plutôt mignon. Ils étaient ensemble. Cécilie supportait beaucoup de choses, mais être prise pour la maîtresse de Luke, hors de question. Voyant son silence, elle a dégainé son épée et l'a foncé dessus. Ils ont lutté rapidement, se débattant un moment avant de se calmer. Arya en était encore plus certaine qu'ils étaient proches qu'ils s'en étaient proches. Luke, lui, semblait perplexe quand Cécilie a affirmé qu'Arya était une épée démoniaque. Sous tous ses angles, il ne voyait pas comment cette superbe fille liée à une silhouette meurtrière pouvait être une arme. Arya s'est déplacée dans une clairière, a entamé un chant et a conclu par un ordre « Tuez Dieu ». Dès qu'elle a fini, l'air s'est embrasé de vents violents, des bourrasques scintillaient de lames lumineuses et tout ce qui les touchait était lacéré. Le vent a enveloppé Arya. Tout son corps a fulguré d'une lumière aveuglante, puis quand la lueur s'est éteinte, la fille avait disparu. À sa place, une épée plantée net dans le sol, l'épée démoniaque. Au-delà du shapeshift, Arya maîtrisait le vent. Normalement, un humain qui coupe l'air ainsi doit passer un pacte avec le vent et canaliser l'énergie via Tamahag et la pierre.
Luke a observé de près, n'a détecté aucune fluctuation provenant des pierres, preuve qu'Arya avait ce pouvoir naturellement. C'était bien une épée démoniaque du vent. Après avoir montré les capacités d'Arya à Luke, Cécilie l'a congédiée. Elle était venue pour Lysa, pas pour discuter. Pendant ce temps, au quartier général de nuit, la vague de créatures démoniaques avait mis tout le monde en alerte. La valeur d'une seule épée démoniaque suffisait à faire trembler une nation entière. Le commandant pressait chacun d'accomplir sa tâche sans faille. Les chevaliers présents ont poussé des cris intrépides, prêts à mourir pour la mission. Le commandant, satisfait de leur fermeté, leur a quand même rappelé une chose. Il faut connaître la peur. La peur de la mort te remet sur la voie juste, te pousse à te battre jusqu'au bout et à te battre pour survivre. Tandis que les chevaliers galvanisaient les troupes, le groupe de Lysa fonctionnait comme un robot ménager japonais haut de gamme. Ils engloutissaient chaque plat sans en laisser une miette. Cécilie avait demandé à Lysa de lui montrer les meilleurs endroits pour manger. Elle dit à tout le monde de se servir sans compter, de commander ce qu'ils voulaient, voire d'acheter le resto entier si ça leur chantait, puisque toutes les dépenses de la mission étaient prises en charge par le gouvernement. Si les dirigeants de la ville voyant ça, ils renverrèrent sans doute Cécilie labourer les champs et garder les buffles. Lysa, de son côté, mangeait avec un appétit féroce. Qui aurait cru que Luke élevait la fille de quelqu'un au point d'arriver à ça? Au milieu de leur festin enthousiaste, Lysa laissa échapper que Luke irait au marché la semaine prochaine chercher une épée démoniaque. On ne comprenait pas pourquoi un maître forgeron comme lui tenait tant à en dénicher une. Après le repas, tous trois flânèrent dans les rues. Arya adorait l'ambiance ici. Pas d'odeur de mort, pas de putréfaction. Cécilie trouva ça normal jusqu'à ce qu'elle entende le passé d'Arya. Arya avait traversé tant de villes où les cadavres étaient plus nombreux que les vivants. Et pas si loin de cela, Arya elle-même était la chose qui avait fauché tant de vies. Elle devait avoir 40, 50 ans tout au plus. Arya ignorait qui l'avait forgée ou créée. Son premier souvenir remontait à son réveil sur le champ de bataille de la guerre du royaume démon, il y a 44 ans. Quelqu'un l'avait prise et, d'un coup terrible, abattu un ennemi, puis libéré une lame de vent qui déchira les rangs adverses de sa distance. En voyant la puissance d'Arya, les humains commencèrent à s'entretuer pour s'approprier cet avantage. Dans ses souvenirs, ils étaient comme des démons sans âme ni pitié, parfaitement faits pour une épée née pour le massacre. Arya n'en parlait pas avec fierté, au contraire, il y avait une tristesse dans le fait d'être née pour la guerre et pour tuer. Dans toute son existence, elle avait rarement connu des instants de paix comme celui-ci. Elle aurait tant voulu rester ici pour toujours. Alors que chacun savourait ce bref et beau moment, une tempête éclata dans la prison. Les détenus perdirent soudain la raison et leur force explosa. À main nue, ils arrachèrent les portes des cellules et s'échappèrent. Le garde de nuit jaugea vite la situation et lança les unités de combat. Cécilie voulut intervenir, mais le capitaine la retint d'un pas en avant. Sa mission comptait plus que celle de quiconque, elle devait protéger l'épée démoniaque à tout prix. Cécilie resta donc en arrière pendant que le capitaine menait les autres chevaliers au combat dès qu'il vit l'état fou des pensionnaires. Il comprit qu'ils étaient pris par des parasites mangeurs de cerveau, ces mêmes monstres qui, il y a 44 ans, avaient levé une armée pour le Seigneur Démon. Tout autre choisi était irrécupérable et ne pouvait qu'être abattu. Les chevaliers n'eurent d'autre choix que de les abattre sans pitié. Cécilie était fébrile chez elle, incapable de tenir en place une seconde. Voyant cela, Arya lui apporta une épée. La mission de Cécilie était de protéger la cité, l'endroit où Arya voulait rester pour toujours. Non, encouragée par Arya, Cécilie prit l'épée et sortit pour combattre. Elle aperçut vite le chevalier enragé et derrière lui la silhouette mystérieuse en noir. Cécilie allait s'approcher quand ils disparurent et un civil furieux surgit juste derrière elle. Arya expliqua rapidement, ceux qui se tenaient devant eux n'étaient plus humains. La seule façon de sauver cet homme était un coup mortel et miséricordieux, mais Cécilie n'y parvenait pas. Elle n'avait jamais ôté une vie auparavant et ne commençait pas maintenant, même une seule estocade la broyait de culpabilité. Lysa voulait intervenir, mais Luke la retint. L'escouade de la nuit arriva en hurlant qu'il fallait finir la créature. Cécilie resta figée, immobile, forçant un autre chevalier à s'en charger lui-même, qui fut profondément déçu par son comportement. Peut-être vaudrait-il mieux qu'elle quitte l'ordre des chevaliers complètement. Arya, elle, voyait les choses autrement. Cécilie était une chevalière droite qui ne traitait pas la vie humaine à la légère. C'était précisément cette compassion qui fit qu'Arya reconnut Cécilie et voulut qu'elle devienne sa maîtresse.
Alors, Arya ne serait plus une arme prenante de vie, mais une lame qui les protège. Cécilie n'osait pas s'imaginer maîtresse d'Arya. Elle n'était qu'une épéiste verte, si peu douée qu'elle n'en semblait pas avoir. Comment manierait-elle une épée démoniaque aussi puissante qu'Arya ? Tout ce qu'elle voulait, c'était s'entraîner sans relâche et prouver à Luke qu'elle méritait l'épée qu'il forgerait. Arya rit de bon cœur. Quelle passion! Si Cécilie laissait Luke toucher ce certificat de bonne conduite, 10 katanas, facile! Cécilie soupira. Luke l'avait déjà vu. Pourtant, il n'y avait même pas de poignée d'épée pour que ses mains redeviennent des machines. Mais les mots que Cécilie venait de prononcer risquaient déjà d'être bafoués. Demain, c'était la foire commerciale de la cité indépendante pour attirer du monde et booster la croissance. Le Seigneur voulait exposer l'épée démoniaque en public. L'homme en noir surgirait sûrement pour semer le chaos et s'emparer de la lame. Le capitaine pensait pareil, mais y voyait aussi l'occasion d'attraper le cerveau de l'affaire et d'éradiquer enfin la menace tapie dans l'ombre de la ville. Cécilie arriva justement à temps pour surprendre leur conversation. Le capitaine lui confia une mission spéciale. Demain, ce serait elle qui tiendrait Arya sur scène pour la représentation publique. Sachant que c'était terriblement dangereux et que cela pouvait conduire à l'enlèvement d'Arya, Cécilie alla demander l'avis de Luke. Si on le forçait à exposer quelqu'un qu'il voulait protéger, que ferait-il ? Luke répondit qu'il ne mettrait jamais volontairement cette personne en danger. Mais si l'obligation s'imposait, il donnerait sa vie pour la protéger. Avec sa réponse, Cécilie sut ce qu'elle devait faire. Elle revint et expliqua le plan du lendemain à Arya. Celle-ci ne montra ni inquiétude ni peur. Elle avait confiance en la protection de Cécilie. Le matin venu, Luke parcourut le marché à la recherche d'une épée démoniaque sans rien trouver. Arya était une lame de qualité, mais elle ne correspondait pas à ses critères. À l'air d'enchère, Cécilie était visiblement nerveuse et tout le monde la taquinait. Si elle brillait, quelqu'un pourrait bien l'emmener comme épouse. Luke pourrait même apparaître, lança-t-on. Cécilie répliqua en demandant comment elle pourrait épouser un homme plus radin que du mastic. Luke passa justement et entendit. Sans un mot, il s'éloigna. Quand vint le moment du spectacle, Cécilie et Arya montèrent sur scène. Après la transformation d'Arya, Cécilie saisit l'épée et lâcha une lame de vent qui fonça et pulvérisa la cible. La foule en bas éclata en acclamations. Cécilie, soulagée par le succès, aperçut alors le chevalier dément. Sur sa poitrine, un éclat violet jaillit, aux pieds, une flamme s'enflamma et devint un tornade de feu qui monta droit vers le ciel. Quand la tornade de feu disparut, un démon se dressa devant tout le monde. L'escouade de nuit était prête. Des orbes d'énergie disposés autour lâchèrent des éclairs qui immobilisèrent le démon, tandis que les soldats commençaient à encercler la zone. Ils avaient une foi totale en leur plan. Pourtant, le démon se débattit un instant, cracha des flammes qui pulvérisèrent d'af les piliers, neutralisa les éclairs de contention, jeta des braises bleues de ses mains et lança une déflagration monstrueuse. Ceux pris dans l'explosion furent réduits en cendres, sans laisser trace. Cécilie eut la chance d'être juste projetée en arrière, mais elle laissa tomber Arya dans la chute, exactement ce que le démon attendait. Il avança, ramassa l'épée et frappa. Une seule entaille fit vibrer des explosions tout autour. Le feu et le vent fusionnèrent, multipliant la puissance destructrice d'Arya de façon terrifiante. Après l'explosion, Cécilie resta assise, désespérée. Luke accourut et lui cria de partir si elle tenait à la vie. Cécilie refusa d'abandonner Arya, cela aurait rompu sa promesse. Elle supplia Luke de se battre avec elle, il refusa net « Ne projette pas ton impuissance sur moi !» Malgré ce rejet brutal, Cécilie ne renonça pas. Elle était prête à tout offrir pour obtenir son aide. Si Luke voulait de l'argent, elle travaillerait jusqu'à la mort. S'il voulait son corps pour satisfaire ses désirs, elle céderait. Lysa, qui avait entendu, fut émue aux larmes. Face à cela, Luke ne put plus dire non. Il accepta d'intervenir, mais seulement pour créer une ouverture, pas pour achever le démon. Celle qui devrait en finir, ce serait elle. Pour vaincre le démon, Luke devait forger une autre épée magique. Les flammes du monstre faisaient défondre toute lame normale au contact. Même l'épée magique ne le blessait que 3 fois, d'où l'impossibilité pour Luke d'agir seul. Fidèle au plan, il acheva la lame et fonça à travers la pluie de feu du démon. Son corps bougea avec fluidité, frappant chaque faille que révélait le démon de feu. Chaque coup
portée, forçant des hurlements de douleur. Au troisième coup, le bras du démon fut tranché et son épée s'enfonça dans le sol. Cécilie attendait ce moment depuis longtemps. Ignorant que la garde de l'épée était rouge de chaleur, elle s'avança et la saisit. De défensive, elle passa à l'attaque, lançant une lame de vent droit devant elle. Le démon riposta par une boule de feu pour contrebalancer. Les deux attaques se percutèrent dans un fracas violent. Cécilie ne resta pas les bras croisés, elle insuffla encore plus d'énergie à son assaut. Le vent en avant se déchaîna avec plus de puissance, balayant l'attaque du démon. Saisissant l'instant où il ne pouvait pas se ressaisir, Cécilie bondit et enfonça l'épée jusqu'au cœur. Une lumière pourpre jaillit de la poitrine du démon et le vent la porta, l'amplifiant à travers la ville comme une annonce que tout était enfin fini. Dans la foulée, l'escouade de nuit perdit de nouveau la trace de l'homme en noir. La bataille avait coûté la vie à de nombreux braves, toujours prêts à répondre à l'appel. En échange, ils reçurent la promesse d'un nouvel compagnon. Après tout cela, Aria choisit de rester aux côtés de Cécilie comme camarade d'armes. Dès lors, elle n'était plus une épée démoniaque prenante de vie, mais une lame protégeant la cité. Quelque temps plus tard, la ville reprit son rythme habituel. Lisa, fidèle à elle-même, se leva aux aurores pour tirer de l'eau. Les commères du quartier la raffolaient. Lisa était si diligente et travailleuse que chacune rêvait secrètement d'avoir un jour une bru comme elle. Après avoir puisé l'eau, elle passa collecter le paiement des ménages ayant commandé des forges. Généralement, la paye prenait la forme de victuailles, boissons et produits du quotidien plutôt que d'argent liquide, plus pratique au quotidien et évitant des allers-retours en ville. Lisa était de petite taille, mais élevée dans une maison de forgeron, elle avait une force incroyable. Elle ramenait une caisse énorme comme si elle poussait une brouette. Une fois rentrée, Lisa prépara le petit déjeuner, puis alla réveiller ce paresseux de Luc. Après avoir mangé, Luc demanda à Lisa si quelqu'un du quartier avait passé commande pour de la forge. Sinon, il se mettrait à fabriquer de nouveaux outils pour l'usage quotidien. Lisa le pressa avec enthousiasme pour qu'il forge une épée pour Cécilie. Il coupa net, pas d'argent, pas d'ennui. Tous les deux travaillaient à la forge du matin jusqu'à midi. Dès qu'ils sortirent un eau pour manger, les deux profiteurs débarquèrent. Voyant la mine renfrognée de Luc, Cécilie lui dit de dire ce qu'il avait sur le cœur, tant pis pour les politesses. Faire une tête comme une assiette à soupe n'arrangeait personne. Il ferait mieux de disparaître pour laisser le monde tranquille. À chaque fois qu'ils se voyaient, ces deux-là se disputaient, comme s'ils ne pouvaient pas manger sans d'abord se crêper le chignon. Au bout d'un moment, Luc et Cécilie cessèrent enfin leurs allers-retours. En plus de venir pour le repas gratuit, Cécilie voulait se renseigner sur les meutes de démons. Déjà, 2 incidents avaient eu lieu. Si elle ne comprenait pas ces créatures, protéger la ville serait quasi impossible. Les meutes de démons se créaient souvent à partir de pierres tamahagan, mélangées au sang et à la chair humaine. Une fois le pacte scellé, ni l'âme ni le corps n'appartenaient là plus à l'humain. Cécilie cherchait à savoir ce qui, dans le corps humain, poussait ces démons à en vouloir à ce point. C'était la chanson de la mort, inscrite au cœur de chaque personne, l'appel qui attirait les démons dans notre monde. On pouvait lire cette chanson de bien des façons, toutes d'une cruauté sans nom. Par exemple, un pacte avec l'air exigeait d'ouvrir la poitrine du contractant pour lire la chanson, ou d'utiliser un miroir pour que la personne la lise elle-même. C'est à cause de ces pratiques barbares que beaucoup de régions ont purement et simplement interdit les pactes. L'ambiance devint pesante après tout ça. Aria sentit vite la tension et la détendit en se battant pour la nourriture. Après le repas, Lisa retourna au travail tandis que Cécilie proposa d'aider de loin. Mais Lisa refusa. Elle était sincèrement heureuse quand elle pouvait faire quelque chose pour Luc. La fille demandait peu. Tant qu'elle avait à manger et des vêtements, elle se disait satisfaite. Le signe le plus évident était sa garde-robe, seulement 3 tenues. Après avoir su ça, Cécilie emmena Lisa et Luc se promener en ville le lendemain, attendit que Lisa soit prise par l'exploration, puis tira Luc à l'écart pour parler d'élever un enfant. Le signe le plus évident était sa garde-robe, seulement 3 tenues. Après avoir su ça, Cécilie emmena Lisa et Luc se promener en ville le lendemain, attendit que Lisa soit prise par l'exploration, puis tira Luc à l'écart pour parler d'élever un enfant. Pour la première fois, Luc fut houspillé par Cécilie et se tut sans savoir quoi répondre. Difficile de lui en vouloir totalement. Lisa avait été recueillie toute petite après tout. Sans lien de sang, il peinait à se comprendre. Luc n'avait jamais vraiment saisi ce dont Lisa avait besoin ou envie.
Quand elle voulait des vêtements, Cécilie la poussait dans une boutique, la faisait mesurer, puis se glisser discrètement dehors pour la laisser choisir et revenir marcher avec Luc. Cécilie voulait faire avancer leur relation, les aider à mieux se comprendre. Elle ne pouvait pas laisser Luc rester aussi à côté de la plaque. Mais très vite, elle se sentit frustrée, profondément déçue. Lisa venait d'acheter une tenue neuve et Luc n'avait même pas fait un compliment, pas un regard. Sur le chemin, elle tenta plusieurs fois d'engager la conversation, tout excitée à pointant ceci et cela. Mais il ne fit aucune attention et continua d'avancer droit devant. Cécilie, cachée dans une ruelle, n'en pouvait plus. Elle avait envie de lui claquer la figure et d'exiger des explications pour cette attitude, surtout après lui avoir vanté Luc à Lisa, jurant qu'il tenait beaucoup à elle mais ne savait juste pas le montrer. En y repensant, Cécilie voulut à tout prix reprendre ses paroles. Aria la retint, attirant des regards curieux et confus des passants qui se demandaient si la rousse avait un problème de morsure. Sur le chemin du retour, Lisa tenta encore de discuter. Elle parlait de tout et de rien, mais Luc répondait toujours à moitié, rarement plus de 2 mots. Finalement, Lisa trouva le courage de demander si sa nouvelle tenue lui allait. Devant le silence de Luc, elle fondit en larmes, incapable de se contenir. Puis, surprise, il s'avança et posa quelque chose sur sa tête. Lisa l'enleva et découvrit un petit chapeau. Il ne protégeait ni vraiment de la pluie ni du soleil, mais il allait parfaitement avec sa tenue. Luc tenait à elle, mais prétendit obstinément ne l'avoir achetée que sur un coup de tête pris par la tante. Cela ne voulait rien dire, et pourtant Lisa, prête à pleurer de frustration, laissa enfin couler ses larmes, qui n'étaient pas de tristesse mais de bonheur. Un homme aussi rugueux que Luc n'était finalement pas sans cœur. Il ne savait juste pas élever une fille. Pas étonnant qu'à l'heure actuelle, il n'ait ni chien ni petit ami à son actif. Peu après, les ennuis revinrent chez les domestiques. Cécilie et Aria furent pourchassés par un groupe mystérieux dont le seul but était de s'emparer de l'épée démoniaque d'Aria. Cécilie se retrouva acculée par 3 assaillants sans plus d'issue. Voyant que la situation était critique, 3 contre 1, soit elle finirait enterrée, soit incinérée, elle les provoqua en duel 1 contre 1 s'ils avaient du cran. Elle le dit sans vraiment croire qu'ils joueraient franc jeu. À sa grande surprise, 2 d'entre eux obéirent et se reculèrent. La 3e abaissa le tissu qui masquait son visage. C'était une fille armée d'une épée ridiculement énorme. Elle se rua violemment sur Cécilie. Dans chaque combat, Cécilie choisissait de bloquer et de se défendre plutôt que d'attaquer, car elle pensait que, quelles que soient les circonstances, son adversaire restait un être humain qui ne méritait pas la mort. Cette façon de penser la mit en mauvaise posture. Doris la domina peu à peu, abattant son épée et lui infligeant une entaille sur le visage. Pire encore, Doris balança sa lame et délogea complètement l'épée des mains de Cécilie. Aria vit ça et accourut, pressant Cécilie d'utiliser son arme avant qu'elle ne finisse 6 pieds sous terre. Cécilie résista d'abord, mais l'adversaire était trop agressive, alors elle saisit Aria et déchaîna son pouvoir sur un arbre à proximité pour frapper les esprits. Si elle faisait demi-tour maintenant, il n'y aurait plus d'ennui, mais si elle continuait, elle saurait qui avait vraiment des crocs. Cécilie crut avoir pris l'avantage. Pourtant, Doris n'était pas non plus une combattante ordinaire. Elle leva sa grande épée et commença à canaliser de l'énergie. Quand la lame tomba, une vague d'énergie terrestre jaillit droit vers Cécilie. Celle-ci érigea une barrière de vent pour contrer l'attaque. Il fallut un instant pour neutraliser complètement la poussée de Doris. Les deux s'affrontèrent violemment encore une fois avant de se séparer. Cécilie exploita son avantage à distance, mettant Doris sur la défensive. Doris rassembla à nouveau de l'énergie et planta son épée dans le sol. C'était une épée démoniaque de terre. Elle manipula le sol sous les pieds de Cécilie, ouvrant un trou qui l'engloutit. Sentant le danger, Aria créa automatiquement une petite tornade qui remit Cécilie à la surface. Profitant des 5 secondes où son adversaire restait figé, Cécilie lâcha une bourrasque qui projeta Doris au loin. L'une des autres, voyant sa coéquipière tomber, fit un pas en avant. Cécilie allait la prévenir, lui demander si elle ne regardait pas le combat, quand soudain, une lame jaillit et racla sa protection d'avant-bras. C'était l'épée démoniaque de l'espoir. Elle pouvait s'allonger et se rétracter à volonté, annulant complètement l'avantage à distance de Cécilie. Après avoir montré sa dangerosité, Margot n'eut plus de retenue et enchaîna l'attaque. Cécilie dressa un nouveau bouclier devant pour encaisser. On aurait dit qu'elle était sur la défensive. Mais en déviant l'épée, l'onde résiduelle du choc traversa tout le corps de Margot, la faisant plier et s'effondrer. Voyant cela, la dernière s'avança.
Cécilie ne perdit pas une seconde et lança son attaque. La fille se contenta de lever son épée et le vent de Cécilie disparut comme avalé. Elle s'appelait Pénélope et elle maniait ce qu'on nommait l'épée démoniaque tueuse d'épée démoniaque. Après avoir fait son entrée, Pénélope chargea en une tempête d'attaque implacable. Cécilie tint bon et bloqua avec sang-froid. Sentant qu'une seule personne ne suffirait pas à abattre Cécilie, les trois se ruèrent ensemble, se relayant dans un assaut coordonné. Coincée dans l'encerclement, Cécilie ne pouvait riposter. Elles la rouèrent de coups et la giflèrent au sol comme une poupée de chiffon. Cécilie n'était pas la seule en difficulté. À la forge de Luc, des ennuis venaient aussi d'arriver. Une petite fille, Charlotte, fit son apparition en annonçant qu'elle était une princesse et qu'elle voulait ramener Luc à la cour pour qu'il y travaille. Elle le déclara comme si elle lui rendait service, sans prendre la peine de demander s'il était d'accord. Luc la repoussa illico. Qu'est-ce que c'est que cet asile d'où elle s'est échappée ? Charlotte refusa de partir. Elle dit au contraire qu'elle devait absolument emmener Luc et l'épée démoniaque avec elle. À ces mots, Luc comprit que Cécilie était en danger. Il se précipita dehors pour la sauver. Charlotte n'allait pas le laisser faire. Elle attaqua avec son épée de flamme noire pour le retenir. La chipie croyait l'avoir coincé, mais contre toute attente, Luc trancha facilement chaque boule de feu en deux. Charlotte refusait de croire ce qu'elle voyait et continuait d'attaquer. À chaque fois, le résultat était le même. Luc avançait, elle reculait terrorisée, perdit l'équilibre et planta son épée dans le sol en tombant. De retour auprès de Cécilie, malgré qu'elle ait été tabassée, elle refusait de céder le terrain. Sa détermination agaça Doris et les autres, au point d'envisager de l'achever. Juste à cet instant, le groupe de Luc arriva. Il venait de forger une épée magique et la brandit vers Doris et ses acolytes. Une bourrasque monstrueuse les projeta contre un mur. Ceux qui étaient féroces il y a un instant gisaient maintenant comme des détritus. Peu après, les autorités de la ville furent informées et convoquèrent tout le monde pour arranger ça. Charlotte joua de son statut de princesse pour alerter le seigneur de la ville de ses intentions. Il refusa net. Ni Luc ni Arya ne pouvaient nous partir. Charlotte exigea un traitement spécial digne d'une royale et proposa d'acheter Arya quel que soit le prix. Cécilie explosa de rage. Arya n'était pas une marchandise, c'était une personne vivante et il parlait d'acheter et de vendre. De plus, ce groupe avait attaqué en premier pour voler. Quelle négociation était-ce donc ? Quelqu'un devrait leur donner un calendrier pour savoir dans quel siècle ils vivaient. Le capitaine de nuit soupira en entendant tout ça. La politique, toujours un sac de nœuds, rien n'était jamais aussi simple qu'on le voudrait. Le seigneur de la ville, lui, souleva une question directe. Charlotte était-elle vraiment de sang royal ? Les émissaires impériaux qu'il connaissait n'agissaient jamais si mystérieusement. Charlotte sortit une épée comme preuve. Elle disait être une princesse revenue d'exil. Autrefois, quand sa mère aimait l'empereur, l'impératrice jalouse força sa mère à fuir. Avant cela, l'empereur avait offert cette épée à sa mère en reconnaissance. Grâce à cette épée, Charlotte se permettait de se présenter comme princesse de l'Empire. Il suffisait au seigneur de contacter l'Empire pour vérifier. En attendant, Charlotte voulait rester chez Cécilie. Celle-ci refusa sans hésiter, mais le vrai problème était l'argent. Esclave du capitalisme, il savait que les problèmes difficiles ne se règlent pas avec un peu d'argent, mais avec beaucoup, voire énormément d'argent. Cécilie accepta à contre-cœur. Elle emmena Charlotte et ses 3 gardes du corps dîner, 4 filles qui mangent comme une escadre. Elles prirent une table entière et engloutirent tout jusqu'à la dernière miette. Elles mangèrent si copieusement que Cécilie n'avait pas assez de liquide. Finalement, la note retomba sur la maisonnée Campbell. Cécilie a dû faire un sacré mauvais karma pour se retrouver coincée avec cette princesse. Repu, tout le groupe se dirigea vers la maison de Cécilie. Charlotte avait bien calculé, étant chevalière, Cécilie était de noblesse. Son logis devait surpasser une auberge, exactement pourquoi Charlotte avait insisté pour rester là. Le seul hic, c'est que la maison de Cécilie n'était ni luxueuse, ni grandiose, ni élégante comme chez d'autres nobles. Certes mieux qu'un logement ordinaire, mais pour une famille noble depuis 3 générations, c'était tristement banal. Quoi qu'il en soit, un toit vaut mieux que pas de toit, un lit vaut mieux que la rue. Au moment où les 4 allaient franchir la porte, Théo, l'intendante, apparut avec une autorité si imposante que tout le monde se figea. Charlotte tenta d'agiter sa carte de princesse, exigeant que Théo réalise à qui elle avait affaire, mais c'était inutile. Dans cette maison, l'intendante faisait loi, le personnel ne répondait qu'aux Campbell.
On ne rentre pas comme ça et on ne donne pas d'ordre. Et puis, comme on dit ici, pas de travail, pas de repas. Chez eux, pas de travail égale baigne assuré. Théo parla, puis les entraîna à l'intérieur et les fit changer en tenue. Doris et les autres n'avaient rien contre le costume. Charlotte, elle, était une autre histoire. Ici, tous les vivants étaient traités à égalité. Si elle refusait, Théo lui enverrait un coup de poing foudroyant en pleine figure. Doris et sa bande en eurent assez et foncèrent sur Théo pour régler ça à la force. En un clin d'œil, Théo leur administra un petit coup sur la tête à chacune et elles se retrouvèrent empilées au sol. Charlotte vit ça et n'osa plus protester. Fio, en revanche, ne supportait pas de voir Cécilie rester là sans rien faire et jouer les accusatrices. Fio esquissa un sourire si glacial qu'il glaça le sang. Cécilie sentit tout de suite que quelque chose clochait terriblement et essaya de fuir, mais c'était trop tard. Théo la saisit par le col et la traîna à l'intérieur, et ce qui suivit fut une extorsion sans issue. Cécilie n'eut finalement d'autre choix que de jouer la bonne. En allant acheter des fournitures, elle tomba sur Luc et se retrouva gênée d'affronter le roi du sarcasme dans cet accoutrement. Mais il n'eut pas une seule pique. Au lieu de ça, il la regarda dans sa tenue et dit qu'elle était plutôt jolie. Un seul compliment et Cécilie, toute rougissante, n'en revenait pas. Elle asséna un coup de poing monumental au visage de Luc et prit la fuite. Lui resta là, bouche bée. Mais quelle folle était-elle à frapper qui lui passait par la tête? Cécilie rentra et aida tout le monde à vider la réserve. Le groupe de 4 de Charlotte paraissait peut-être hautain et autoritaire, mais ils étaient étonnamment efficaces. Quelle que soit la tâche, ils la bouclaient. Cécilie, elle, était l'incarnation même de la maladresse. Tout ce qu'elle touchait finissait renversé. Voir le clan de Charlotte traîner derrière elle pour réparer ses dégâts était en soi déjà harassant. Ce ne fut que tard dans l'après-midi que toutes les corvées de Fio furent enfin terminées. On les récompensa d'un bain chaud et pendant la pause, les filles purent papoter un peu. Cécilie voulait savoir pourquoi Charlotte, si jeune, devait voyager si loin et risquer autant. Charlotte ne cherchait pas à étaler son rang. Quand sa mère vivait encore, elle ne parlait jamais du père de Charlotte, ni de la famille royale, mais son regard dérivait toujours vers eux. Même sur son lit de mort, elle n'émit aucun souhait clair. Pourtant, Charlotte savait au fond d'elle que sa mère souhaitait retourner vers la famille impériale et être reconnue par l'empereur. Voilà pourquoi Charlotte ferait tout pour obtenir cette reconnaissance. Après le bain, on eut droit à un festin somptueux. La cuisine maison de Théo méritait un 10 parfait sans discussion. Chacun mangea comme une machine de guerre japonaise affamée. Tandis que Théo dirigeait la maison d'une main de fer, la mère de Cécilie, Lucie, en était l'âme douce. Dès que Charlotte posa les yeux sur elle, elle revit sa propre mère tendre. Lucie brodait, Charlotte regarda par la fenêtre et fut par inadvertance remarquée. Lucie n'était ni agacée ni en colère. Elle fit entrer la jeune fille et lui enseigna la broderie comme on apprend à une vraie demoiselle. Et Cécilie, qui surprit la scène, sourit. Charlotte n'était finalement pas si terrible. Quelques jours plus tard, alors que les 4 rentraient avec leurs courses, chacun se dit que la vie ici était vraiment belle. Doris riait et bavardait gaiement avant de se rendre compte qu'elle en avait trop dit. Charlotte ne pouvait pas rester éternellement, elle devait retourner auprès de la famille royale et honorer le souhait de sa mère. Margot, craignant qu'elle ne s'attriste, minimisa la chose en disant que ce n'était rien d'extraordinaire. Mais Pénélope n'était pas d'accord. Cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas vu la princesse rire, preuve que cet endroit apportait du bonheur. Hélas, ce n'était qu'une halte sur leur route. Elles suivrirent la princesse où qu'elle aille, parole facile à dire, mais peut-être qu'au moment du départ, aucune d'elles ne saurait si elle tiendrait vraiment sa promesse. Ce soir-là, Doris et sa bande jouaient aux cartes en se tordant de rire. Ils demandèrent pourquoi Cécilie avait été si gentille alors qu'ils étaient venus en voulant lui prendre des terres. Cécilie répondit sèchement, elle ne pensait pas qu'il y ait de mauvais gens ici. La gentillesse vient du cœur et elle n'attendait rien en retour. Charlotte, qui avait tout entendu de l'extérieur, alla chez Lucie. La silhouette de Lucie rappelait trait pour trait celle de sa mère vivante. Lucie vit la jeune fille sur le palier et l'invita à entrer, et Charlotte se confia honnêtement, sachant qu'elle devrait partir dès la réponse de l'Empire. Mais tant de fois, une voix au fond d'elle murmurait « Arrête, reste ici pour toujours !» Et si elle cédait, que deviendrait le vœu de sa mère défunte? Lucie regarda Charlotte un instant. Pour elle, les parents ne souhaitent que le bonheur de leur enfant. Vivre joyeusement chaque jour, faire ce que l'on veut, c'était aussi ce que sa mère aurait voulu pour Charlotte.
Pour tout parent, c'est toujours vrai. Le lendemain matin, Charlotte reçut la réponse de l'Empire. Il ne reconnaissait-tu pas son statut de princesse ? Princesse, aucun membre de la famille royale ne portait le nom de Charlotte Firibisher. L'héritage prouvant son identité était une falsification, l'épée démoniaque avait été acquise illégalement, l'Empire exigeait que le seigneur de la cité confisque tout et que Charlotte soit punie selon la loi. En entendant cela, Charlotte resta figée comme foudroyée sur place. Tous ses efforts, toute sa lutte s'évaporèrent. L'homme, son mari et le père en qui elle et sa mère avaient tout placé leur confiance pendant des années, refusaient de les reconnaître. Charlotte s'effondra sur place, elle n'en revenait pas. Son propre père ne reconnaissait ni sa femme ni son enfant. Pire encore, il voulait les punir pour usurpation de titre. Cecilie ne supportait pas une telle cruauté froide. Elle pressa le seigneur de la cité et le capitaine des chevaliers d'agir. On ne pouvait laisser la famille royale faire ce qu'elle voulait. La meilleure solution, garder Charlotte ici, définitivement, sans jamais la livrer à l'Empire. Tout le monde comprit que les royaux voulaient renier leur sang et faire taire la témoin. Le problème, c'est que la ville ne pouvait tout simplement pas protéger Charlotte. C'était une affaire politique d'une finesse et d'une complexité extrême. La protéger donnerait à l'Empire un prétexte légitime pour attaquer, mais livrer Charlotte était impensable pour le seigneur comme pour le capitaine. Comment pouvaient-ils être aussi de pierre ? Cecilie doutait de leurs intentions, alors elle déclara sa position sans ambiguïté. Quoi qu'il arrive, elle protégerait Charlotte. C'était le serment qu'elle et Arya avaient prêté en combattant côte à côte. Ce soir-là, la table regorgeait à nouveau de mets délicieux, mais personne n'osait manger. Charlotte se leva et sortit. Doris et les autres la suivirent. À l'abri des regards, Charlotte laissa éclater son chagrin, toutes ses attentes et recevoir le déni total. Trop cruel pour une enfant comme elle. Le lendemain matin, chacun reprit ses tâches comme si de rien n'était. Charlotte regarda Doris, toujours pétillante, aidant Théo à porter l'eau et se prenant des petits coups quand elle se trompait. Vers midi, le seigneur de la cité rassembla tout le monde à nouveau. Il avait trouvé une solution pour protéger à la fois la ville et la vie de Charlotte, l'exiler chez la monarchie. La monarchie et l'Empire étaient rivales depuis des années. Quand l'Empire ordonne de punir une prétendue princesse non reconnue, personne n'oserait la recevoir sauf la monarchie. Bien sûr, laisser Charlotte partir volontairement mettrait le seigneur et le capitaine dans l'embarras, mais un simple pardon officiel du capitaine arrangerait les choses. Charlotte savait que la monarchie ne l'accepterait pas sans condition. Il devait y avoir un prix à payer. On voulait qu'elle révèle tout ce qu'elle savait sur l'Empire. Elle resta figée. C'était trahir la patrie où elle et sa mère étaient nées. Charlotte ne consentirait jamais, absolument jamais. Même la mort ne la ferait pas accepter l'exil à ces conditions. Cecilie se retrouva dans un dilemme impossible, tiraillée entre la paix de la cité et la vie de Charlotte. Quand elle ne savait pas quoi décider, elle allait demander à Luc. Cecilie se demandait à voix haute pourquoi Charlotte ne saisirait pas un si bon plan. Les gens ont besoin d'un but. Sans ça, on erre chaque jour comme des morts vivants. Pour faire lâcher prise, il faut montrer à quelqu'un pourquoi vivre. Prenons Lisa. Elle pourrait vivre n'importe où tant que Luc et Cecilie étaient là. En entendant ça, Cecilie revit les instants où tout le monde était heureux ensemble. Elle accourut vite pour leur dire ce qui valait la peine d'être vécu. À la maison, il ne restait que Théo, Lucie et Charlotte. Doris et les autres avaient disparu sans que personne sache où. Cecilie pressentait le pire et se dirigea vers la chambre aux armes. Ils tentaient de tous trois de forcer la serrure pour récupérer leurs épées démoniaques, prévoyant d'enlever Arya et Luc, puis de retourner à la cour, prouver l'identité de Charlotte. Cecilie parla jusqu'à s'en dessécher la bouche, franchissant tous les déserts de la langue, sans réussir à les arrêter. Elle les laissa reprendre leurs épées démoniaques et venir la combattre. Marga canalisa la puissance dans son épée d'espoir et frappa avec une force féroce. Chaque coin de la maison trembla à chacun de ses coups. Mais Cecilie était une combattante transformée depuis leur première rencontre. Son art du combat s'était aiguisé, elle savait accumuler l'énergie puis la libérer en une poussée précise qui renversa Margot. Pénélope arriva, vit la scène et attaqua en furie. Elle tint sa position et enchaîna des échanges au corps à corps, décochant des entailles aussi tranchantes que des rasoirs. Au début, Cecilie paraît encore, mais peu à peu des coupures parsèment son corps. Puis elle encaissa un coup de pied foudroyant qui la projeta au sol. Cecilie ne se rendit pas, elle se releva et partit en sprint pour prendre de la distance. Pénélope la chercha dans l'obscurité et se fit surprendre par une brusque décharge d'énergie d'épée.
Comme toujours, Pénélope leva simplement son épée démoniaque pour l'absorber, mais Cécilie l'avait prévu et concentra à distance de l'énergie à la base de sa lame pour un puissant coup d'estoc en avant. On pouvait absorber l'énergie d'une épée et le corps à corps perdait d'avance. Mais une estoc si rapide et si puissante qu'on ne peut la parer change tout, Cécilie se rua sur Pénélope comme une tempête. Un fracas tonitruant retentit. Pénélope fut projetée en arrière, la main transpercée par le cou, le corps secoué par la douleur. Incapable de se relever, Doris fut la dernière à avancer. Les deux s'affrontèrent comme un ouragan. Le plan ruiné rendit Doris furieuse. Elle ne comprenait pas la ténacité de Cécilie qui refusait d'arrêter leur action. Cécilie répliqua que vouloir prouver l'identité de Charlotte était vain et insensé. L'Empire ne reconnaîtrait pas Charlotte et la tuerait au premier contact. Doris le savait, mais tant que c'était le souhait de Charlotte, elle et ses camarades iraient jusqu'au bout, même au prix de leur vie. Doris planta son épée dans le sol et libéra une onde d'énergie colossale. Cécilie fit de même pour contrer. La collision de leurs forces fit trembler tout le secteur. Lorsque la poussière retomba, Doris gisait vaincue. Charlotte arriva juste à temps pour voir la scène. Cécilie la pressa d'aller au monarque et de cesser de se cramponner à la famille royale. Elle avait déjà 3 personnes prêtes à mourir pour elle, elle n'avait besoin de personne d'autre. Charlotte savait que c'était vrai, mais qu'en était-il du dernier souhait de sa mère? Devait-elle vivre en traîtresse et abandonner ce vœu mourant? Cécilie hurla. « Si tu ne peux accepter la réalité, prends une épée et batte-toi !» Charlotte obéit, mais sa lame fut balayée et une gifle de Cécilie, si violente qu'on l'aurait prise pour un châtiment divin, la renversa. Dès ce jour, Charlotte Euphribisher cessa d'exister. Le lendemain, l'Empire reçut 4 épées démoniaques et s'en retourna. Charlotte avait compris Cécilie et accepté son départ. Avant de reprendre une vie normale, Charlotte évoqua Siegfried, l'inconnu qui avait surgi pour leur remettre les 4 épées démoniaques, le véritable marionnettiste derrière tout ça. Sa situation était peut-être moins simple qu'on ne le croyait. Quelque temps plus tard, Cécilie obtint un jour de congé. Elle comptait s'entraîner et prendre du muscle, mais sa mère en décida autrement. Tu es une jeune femme et le jour de repos, au lieu d'aller voir un garçon, tu veux soulever de la fonte, vraiment. Tu es si nul en romance que ça. Dès que Cécilie pensa à Luc, elle perda ses moyens. Sa mère vit ça et sut qu'elle avait trouvé une cible. Elle ordonna à Fio d'embarquer sa fille, de lui trouver une tenue correcte et de la pousser dehors. On lui enfila une robe moulante qui soulignait sa poitrine généreuse, sa taille marquée et ses jambes interminables, un vrai 10 sur 10 sans discussion. Pourtant, Cécilie ne ressentait que gêne et malaise. Elle se cachait et se faufilait à chaque passage. Elle repensa à l'attitude de Fio et à la menace de sa mère. Si rien ne se passait aujourd'hui, elle pouvait dire adieu à son toit. Elle pensa à demander de l'aide à Arya, mais Arya n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Cette fois, il n'y avait vraiment plus rien à faire. Cécilie se tenait au milieu de la rue, noyée d'angoisse, quand elle heurta le propriétaire d'une forge. Voyant qu'elle était libre, il lui proposa d'accompagner un client qui avait une épée courte à faire réparer chez Luc. Quand Luc la vit habillée comme ça, il demanda quelle nouvelle manigance elle préparait. D'abord un uniforme de servante, maintenant une robe. Elle change de vie, ou quoi? Dans son ton chargé de provoque, Cécilie eut très envie de le faire taire. Heureusement, Lisa avait l'œil et savait reconnaître ce qui était bien. Ses compliments aidèrent Cécilie à garder contenance. Sans plus de cérémonie, Cécilie présenta alors le client qui se tenait derrière elle. Luc prit l'épée, l'examina rapidement. Malgré une seule éraflure en surface, elle était irréparable, la lame était brisée à l'intérieur. Lisa proposa au moins une petite révision d'entretien. Ça tiendrait le temps que ça tiendrait. Ce jour-là était spécial pour Luc. Il partit en premier, laissant Lisa travailler à la maison, et Cécilie fut invitée à l'accompagner. Elle crut à un rendez-vous et, toute rouge, trébucha au bout de quelques pas pour s'étaler face contre terre. Luc remarqua son comportement étrange mais ne la taquina pas comme d'habitude. Au lieu de ça, il se confia sur Lisa. Depuis l'incident du chapeau, la fille ne cessait de le remercier et il comprit alors combien il avait été négligent jusqu'ici. Il n'était même pas sûr que vivre avec lui soit bon pour Lisa. Cécilie, elle, en était convaincue. Lisa n'était-elle pas heureuse chez lui? Luc y trouva un certain réconfort. Il jura de protéger Lisa à tout prix. La raison de l'entêtement de Luc, c'était Lisa, une autre Lisa morte 3 ans plus tôt. C'est le démon scellé dans cette montagne qui avait enlevé son amie d'enfance. Cécilie fut très surprise d'apprendre ça. Elle croyait que ce n'était qu'une légende. Non,
Il existait vraiment et Luc l'avait vu de ses propres yeux. 3 ans avant, Luc et Lisa avaient suivi son père au travail. Comme d'habitude, le vieil homme les enferma dehors avant d'entrer à la forge. Lisa en profita pour montrer quelques mouvements d'épée, histoire de faire voir ses progrès. Le katana qu'elle tenait était le tout premier que Luc ait jamais forgé, fait pour son ami d'enfance. Dans un moment d'ennui, Lisa proposa d'explorer la caverne de pétrole, un lieu dangereux où personne ne devrait s'aventurer. Luc allait refuser, mais Lisa le provoqua en lui demandant s'il avait peur. Ils s'aventurèrent donc tous deux à l'intérieur, là où le drame commença. Un œil immense, dissimulé dans la roche, s'ouvrit et les dévisagea. Lisa sentit le danger et poussa Luc derrière elle, l'épée en avant. Au final, ce fut vain, le démon l'emporta. Le père de Luc périt aussi ce jour-là en les cherchant. Luc se rongeait chaque fois qu'il revivait cette journée. Tous les autres en crevèrent de combattus pendant qu'il fuyait. Il se demandait sans cesse pourquoi ce n'était pas lui qui était mort à la place. Sous son air dur et renfrogné, battait un cœur tout en cicatrices. Luc ignorait pourquoi il avait amené Cécilie ici et lui avait raconté tout ça. Peut-être parce qu'elle ressemblait tant à Lisa. Elles avaient de marcher côte à côte un bon moment avant de se séparer. De retour à la maison, Lisa polissait une épée et prit la parole. Elle sentait une profonde tristesse imprégner la lame. La femme derrière elle, un peu surprise, expliqua alors « C'était l'épée de miséricorde des chevaliers. Quand un guerrier est irrémédiablement blessé, cette lame accomplit le dernier acte et lui rend la paix. » L'épée avait été offerte par un père à sa fille avant son départ au combat. Il avait promis que quoi qu'il arrive, même s'il mourait, il trouverait un moyen de revenir pour que sa fille puisse le libérer. Mais le destin fut cruel. À son retour, il vit le démon enlever sa petite fille. Au moment où l'histoire se terminait, Lisa achevait sa réparation. La femme prit son épée et partit faire son rapport. Elle n'était pas venue chez Luc seulement pour réparer une épée, mais pour chercher quelqu'un lié à l'ennemi de son maître. Par coïncidence, cette personne s'appelait Lisa. Le vieux chevalier, en apprenant cela, dégaina son épée démoniaque. Luc aperçut de loin la silhouette d'un homme armé d'une lame de forme étrange. Avant qu'il ait pu saluer, l'inconnu lança un éclair vers le ciel. À cet endroit précis, une sphère des maisons. Luc attrapa Lisa et bondit sur le côté pour esquiver. L'assaillant frappa de nouveau. L'énergie électrique fit hésiter Luc, se demandant s'il valait la peine d'essayer de la trancher. Pendant sa réflexion, le vieux chevalier fondit sur Lisa à la vitesse de l'éclair. Quand Luc comprit enfin ce qui se passait, tout semblait perdu. Pourtant, au moment où la sphère allait écraser Lisa, elle dévia soudain et remonta vers le ciel. Le vieux chevalier cria « Elsa, pourquoi ?» L'ennemi est juste là. Il cracha du sang, le prix d'avoir sacrifié ses propres organes pour la puissance de l'épée démoniaque. Comprenant que sa mission du jour était perdue, il se replie, laissant derrière lui la maison en ruine de Luc. Le lendemain, Cécilie apprit la nouvelle et accourut. Était-ce à cause de la fameuse cliente qu'elle avait amenée ? Cécilie pensa que Luc la blâmait et allait le frapper quand Aria confirma qu'il avait raison. La veille, Aria était passée chez Luc pour chercher Cécilie et avait rencontré Elsa, la cliente que Cécilie lui avait présentée. Elsa n'était pas humaine. Elle était une épée démoniaque, même si l'adversaire visait clairement Lisa. Luc sentit aussi qu'il était une cible simplement parce qu'il était forgeron. Il y avait tant de choses que les gens ordinaires ignoraient, comme l'existence de Valvenil et tout ce qui s'y rattache. Ce démon avait été scellé à Haussmann par une épée sacrée, mais celle-ci touchait à sa fin. Luc était chargé de forger une nouvelle épée sacrée pour continuer à contenir Valbinil. Preuve que le démon approchait de la liberté, l'apparition croissante de corps spirituels, ou plutôt d'essaims démoniaques et de chants funèbres de plus en plus fréquents. Les corps esprits étaient la malédiction de Valbenil sur le monde, semée quand il fut scellé. Le premier seigneur de Haussmann était un homme remarquable. Il avait trouvé le moyen de convertir cette malédiction en énergie, transformant quelque chose de mortel en une source de puissance incroyablement utile pour l'humanité. Le conseil des seigneurs de la cité se réunissait aussi pour débattre justement de ça. Le temps pressait. Pourtant, Luc n'arrivait toujours pas à forger une épée sacrée. L'un des présents dégaina une lame et proclama que c'était l'épée sacrée. Luc n'était pas le seul capable d'en forger une. Tous regardèrent la lame, excités et impatients. Une seule personne, qui comprenait vraiment ce qui se cachait derrière, esquissa un faible sourire et s'éloigna. Luc se demandait aussi ce qui lui manquait. Un matériau spécial, des compétences insuffisantes, ou peut-être pas assez de haine contre Valbenil. Il ne trouvait pas la réponse, alors que d'autres, visiblement, la possédaient. Luc ne haïssait pas le démon qui avait tué son père et Lisa.
Il se haïssait lui-même, sa propre impuissance et sa lâcheté d'il y a 3 ans. Cécilie était frustrée. Luc en savait tant et portait tant de fardeaux, mais ne lui en confiait aucun. Arya comprenait le problème. Certaines choses valent mieux être ignorées. Savoir n'apporte que souci quand on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Il y a un certain bonheur dans l'ignorance. Ce soir-là, Arya voulut faire quelque chose de gai pour remonter le moral. Elle alla donc faire du shopping en ville, elle croisa Elsa et elles discutèrent. Arya s'était toujours demandé ce qui distinguait les épées démons en forme humaine comme elle de celles en forme d'armes. Pourquoi naissaient-elles ? Quel était le vrai but de leur existence ? Arya avait tout en ce moment, mais craignait que tout disparaisse un jour et qu'elle reparte errer. Selon Elsa, les épées démons étaient la haine de Valbenil envers ce monde. Le démon ne tenait pas rancune à l'humanité, mais à celui qui l'avait créé. Arya se rappela l'incantation qu'elle avait dite en se transformant en Slay God. Elsa, elle, l'avait compris depuis longtemps. Elle voulait à tout prix tuer Valbenel pour se libérer, mais une épée démon ne peut agir seule. Elle dépend entièrement de son maître. Voilà pourquoi son seul but désormais était de tuer Lysa. Cette nuit-là, Elsa rentra chez elle et pressa son maître d'arrêter. S'il continuait ainsi, il mourrait. L'homme en noir arriva justement à ce moment. Sous son influence, le vieux chevalier prit son épée et partit de nouveau à la poursuite de Luc. Luc n'hésita pas, il dégaina et alla à sa rencontre, prêt pour un vrai duel. Mais l'homme en noir intercepta Luc, le vieux chevalier fonça droit devant, obligeant Cécilie à intervenir et à combattre à sa place. Le choc entre eux fut violent et l'énergie de leurs impacts envoya des ondes de choc autour d'eux. Après une lutte brève, Cécilie fut projetée en arrière, l'épée de foudre était redoutable, utile à distance et dévastatrice de près. Cécilie dut se battre comme une forcenée pour tenir sa position. De son côté, Luc parvenait à rendre coup pour coup à l'homme en noir, jusqu'à ce que celui-ci libère la puissance de son épée démoniaque des ténèbres. L'énergie sombre ne se contentait pas de corroder ce qu'elle touchait, elle faisait pourrir et se désintégrer. Luc encaissa un coup et sa chair se mit à se déchirer comme prête à tomber d'un instant à l'autre. Lysa vit cela et voulut se précipiter, ce qui aurait laissé une ouverture au vieux chevalier. Heureusement, Cécilie réagit à temps et brisa le trait de foudre entrant. Le vieux hurla de rage. « Elle est le démon, elle est Valbenel, pourquoi te mets-tu en travers ?» Dans sa fureur et son désespoir, il lança une nouvelle salve de foudre sur Lysa. Cécilie n'hésita pas. Elle érigea un mur de vent inflexible qui bloqua chaque éclat. Le vieux chevalier ne put maintenir l'assaut longtemps. Il cracha du sang puis s'effondra mais resta obstinément refusant d'abandonner. Avec sa dernière force, le chevalier dressa son épée vers le ciel. Quand il la redescendit, un éclair dévastateur fondit vers Cécilie. Elle ne recula pas non plus. Elle concentra son énergie et lâcha un torrent colossal de vent. Les deux forces s'entrechoquèrent violemment dans les airs. Et à cet instant, Eria et Elsa se retrouvèrent face à face. Cette ultime rencontre n'était pas pour faire la paix, mais pour tout régler au sens propre. La foudre du chevalier fut brisée. Elsa avança et encaissa le coup. Dans ses derniers souffles, le vieux abaissa sa cuirasse, découvrant sa poitrine. Elsa prit la lame miséricordieuse et la planta droit dans son cœur. À la mort du vieux chevalier, son épée démon se rompit en deux et Elsa disparut. Personne ne comprit ce qui venait de se produire, tous les regards et les questions se tournèrent vers l'homme en noir en quête d'une réponse. Tuer son maître était le devoir de l'épée démoniaque. Tôt ou tard, Arya tuerait aussi Lysa. Dans les veines de cet enfant coulait le sang de Valbenil. C'est Luc lui-même qui avait tué la première Lysa 3 ans plus tôt pour créer un démon, une échappatoire à Valbenil. La Lysa d'aujourd'hui était ce démon. Après cette révélation, l'homme en noir lança une énorme vague d'énergie noire sur Luc. Pendant que Luc s'efforçait de trancher l'attaque, l'homme s'évanouit. Tous se tournèrent vers Luc, espérant un démenti. Mais au lieu de cela, il confirma que les paroles de l'homme étaient nos vraies. Sa réponse laissa tout le monde figé. Ils comprirent harto pourtant qu'il y avait des questions à poser et des vérités à laisser dormir. L'important maintenant était d'offrir au vieux chevalier tombé des funérailles dignes. Après l'incident, Cécilie éprouva une sorte d'aversion diffuse envers Lysa. Elle cessa d'inviter Arya à table comme avant, ce qui attrista beaucoup Lysa. Luc trouva cela normal. Après tout, eux deux vivaient ensemble avant tout ça, autant continuer comme si de rien n'était. Lysa demanda alors à Luc s'il pensait vraiment ça, si c'était sincère. La question le figea longtemps, sans qu'il trouve les mots, le regard vide pendant qu'elle s'éloignait pour vaquer à ses tâches. Cécilie se tordait l'esprit, incapable de démêler ce nœud. Arya la provoqua gentiment. Si elle et Lysa étaient des démons, cela changerait-il quelque chose ? Cécilie cesserait-elle de leur être proche ?
Elle devrait se souvenir du regard de Lisa la première fois qu'elles se rencontrèrent et se demander si quelque chose avait changé. Cecily suivit le conseil d'Aria et se remémora. Rien n'avait changé, c'était toujours ce même sourire clair et innocent. Elle décida qu'une fois ses obligations remplies, elle irait chez la fille pour lui adresser des excuses sincères. Ce jour-là se tenait la conférence sur Valvenil. Tout le monde s'était rassemblé pour débattre. Cecily aperçut l'homme en noir à l'arrière du carrosse impérial. Pendant son duel avec Luke, son visage avait été dévoilé. Pas de doute, c'était bien lui. Sans perdre une seconde, Cecily dégaina et chargea, visant à lui couper la tête. Mais ses gardes bloquèrent l'assaut encore plus vite, des chevaliers accoururent, la maîtrisèrent et lui arrachèrent l'épée. Quand la capitaine des chevaliers arriva, elle expliqua vite que c'était lui, celui en noir qui tirait les ficelles derrière tout. La capitaine fut surprise par sa révélation, mais il n'y avait aucune preuve pour l'identifier. Bien que Charlotte l'ait déjà nommé Siegfried et que Luke fût arrivé à temps pour la soutenir, ça ne suffisait pas. Il commandait les forces militaires de l'Empire, un titre qui faisait réfléchir à 2 fois avant de l'arrêter d'ombre. Finalement, tout le monde entra dans la salle de conférence. Luke présenta l'épée sacrée, mais elle restait inachevée. Et donc, une bande de vieux inutiles, n'ayant rien accompli, se mirent à jacasser, ou plutôt à humilier Luke. Ils évoquèrent de comment il avait transformé Lisa en démon, puis glissèrent vers des insinuations grossières sur sa vie nocturne. Quand des cerveaux ne pensent que pas et délèguent tout aux soldats en bas, on n'attend pas des réflexions plus élevées. Luke resta silencieux. Cecily, à ses côtés, sentit le sang bouillir jusqu'à vouloir dégainer et abattre ses vieux chiens un par un. Plus ils cédaient, plus ils l'attaquaient, poussant Cecily dangereusement au bord de la rupture. Pour l'empêcher de perdre le contrôle, Luke dut l'envoyer dehors. La conférence humiliation continua sans pause. À l'intérieur, l'Empire proposa sans vergogne de ramener Luke sur son territoire, prétextant de forger l'épée sacrée. Tout le monde comprit la vérité, il voulait seulement l'exploiter. La monarchie en avait la même intention. Le seigneur des Housemen perçut leur plan et refusa net, fermant toute discussion supplémentaire. Cecily rentra chez elle, vaincue. La première chose qu'elle fit fut de s'excuser auprès de Lisa. Lisa ne lui en tint aucunement rigueur. Qui resterait normal après avoir appris que son ami était devenu démon? Au contraire, Lisa se sentait profondément coupable. Elle était petite et avait l'air de la Lisa d'avant. Mais sa personnalité avait changé. Peut-être que Luke souffrait en voyant quelqu'un à moitié pareil et à moitié autre. Pourtant, Lisa ne voulait pas quitter Luke. Elle voulait l'aider de toutes ses forces, cuisiner, laver le linge, balayer, ranger, tout ce qu'il fallait pour le soutenir. Elle voulait tout faire. À l'entendre, quelque chose s'éclaira chez Cecily. Elle courut à la conférence de Valbenil et déclara hardiment ce qui s'était réellement passé 3 ans plus tôt. Luke n'avait pas sacrifié Lisa pour sauver sa peau. C'est Lisa elle-même qui avait accompli le rituel de la chanson mortelle et scellé un pacte avec un démon pour sauver son amie d'enfance, celle qu'elle aimait. Lors du contrat, même un novice savait qu'on ne peut forcer quelqu'un contre sa volonté. Les gens reconnurent la logique mais refusèrent d'admettre les faits. Et si Luke avait contraint Lisa à l'époque? La preuve était toute simple. Lisa savait forger. Si elle avait été forcée, pourquoi Luke n'aurait-il pas créé un démon plus puissant que Valbenil, au lieu d'un qui sait manier le marteau et l'enclume? Au fond, Lisa avait toujours voulu rester aux côtés de Luke et le soutenir. C'est tout. Luke le savait depuis longtemps mais refusait de l'admettre. C'est exactement pour ça qu'il n'a jamais pu forger l'épée sacrée capable d'écraser Valbenel. Au fond, il n'a jamais voulu qu'une épée se brise. Une épée pour protéger la Lisa d'avant comme celle d'aujourd'hui. Siegfried éclata d'un rire moqueur en entendant ça. Elle parlait d'amour. L'amour vaincrait le démon scellé? Vraiment? Cecily n'en resta pas là. Elle sortit l'épée de Luke et la planta dans la table. S'il ne la croyait pas, qu'il essaie de la couper avec son épée sacrée, Siegfried fit exactement ça. Et au premier choc, l'épée dont il était si fier ne tint même pas une seconde. La pointe se brisa et vola droit sur le chef de la délégation impériale, manquant d'envoyer l'homme au royaume des morts. Après cette démonstration, personne n'osa remettre en cause les talents de forgeron de Luke. Siegfried, lui, bouillonnait d'humiliation. Ne pouvant contenir sa rage, il invoqua des démons pour attaquer la ville. Pendant ce temps, Luke et Lisa eurent une conversation honnête sur l'avenir. Il ne voulait pas que Lisa se croie l'ombre de son ancienne amie. Il regretta d'avoir choisi le nom Lisa, non par idiot.
Au final, tout ce que voulait Luc, c'était que Lisa vive comme bon lui semblait, sans jamais s'effacer dans l'ombre de qui que ce soit, et Lisa lui assura qu'elle n'avait jamais été à charge ni malheureuse chez lui. Désormais, ils étaient dans le même bateau, vogués côte à côte, et à peine eut-elle prononcé ces mots qu'un monstre jaillit de l'eau. Luc le trancha, mais une nuée entière déferla ensuite. Cécilie se jeta dans la mêlée sans hésiter, combattit avec une rage déterminée, mais les résultats furent une autre histoire. Luc balaya la meute pendant que Cécilie n'en abattait qu'un et voyait son épée se briser. C'était au-delà des mots, et pas seulement ici. La ville entière était assiégée, des civils massacrés sans pitié partout, les immeubles en flammes, transformant la cité paisible en zone de guerre. On dit que plus la forêt est vieille, plus l'épice est forte, et le capitaine de la nuit confirma le proverbe « Vieux mais pas le moins du monde faible ». Il passa 2 énormes boulets au cou d'un monstre, l'abattit, puis une centaine de frères lui fonça dessus pour l'achever. Mais les humains n'étaient pas les seuls à pouvoir appeler des renforts. Les démons firent de même, et le champ de bataille devint de minute en minute plus féroce. Cécilie revint prestement et rejoignit le combat. Grâce à elle et à Arya, l'avantage bascula du côté des humains. De son côté, Luc s'apprêtait à aller chercher Siegfried pour lui infliger ce qu'il mérite quand un monstre l'embusqua. Heureusement, Luc réagit assez vite pour le trancher en morceaux. Un pont brisé força Lisa à faire un détour, et quand elle arriva, Luc était déjà parti seul affronter Siegfried. Les deux étaient ennemis jurés depuis des lustres. À l'instant où ils se virent, ils dégainèrent et se jetèrent l'un sur l'autre, tandis que Lisa, en larmes, courait raconter la scène à Cécilie. La situation ici était sous contrôle, alors Cécilie décida d'aller soutenir Luc. En chemin, elle fut interceptée par l'écuyer de Siegfried, un adversaire sans épée démoniaque, mais d'une puissance incroyable. Les rafales de vent ordinaires de Cécilie n'effleurèrent même pas la femme. C'est elle qui fut progressivement acculée par la magie ennemie, jusqu'à ce qu'au bord de la chute, elle profite d'une ouverture et lâche une déflagration de vent colossale. Il traça une longue traînée sur le sol, traversa un mur comme si de rien n'était et laissa un trou béant. Quand la femme retomba, elle avait perdu toute capacité de se battre et ne pouvait plus bouger. Après cette attaque dévastatrice, Arya reprit forme humaine. Elle avait tout dépensé et ne pouvait plus continuer le combat. Sur le champ de bataille de Luc, Siegfried brandissait son épée démon corrodante et avait presque brisé le katana de Luc. Quand ils se lancèrent ensemble dans la charge finale, le katana de Luc se rompit. Une blessure s'ouvrit sur son flanc et il s'effondra. Voyant cela, Cécilie et Lisa accoururent. Ayant l'avantage décisif, Siegfried, confiant, se réjouissait de voir leur nombre diminuer. Cécilie était sans armes mais refusa de reculer, elle s'avança et se posta elle-même devant Siegfried pour le contenir. Aux yeux de l'ennemi, c'était risible, une chevalière sans épée n'est qu'une cible assise. Pour Luc, pourtant, c'était un acte de résolution absolue. Quand on s'engage, on va au bout. Les demi-mesures ne tueraient pas seulement celui qui hésite, mais condamneraient aussi ceux qui l'aiment. Ignorant les signes d'épuisement de son corps, Luc appela Lisa et entama le forgeage. Siegfried ne croyait pas qu'il y parviendrait avec une telle blessure et attendit le moment final. Mais les choses ne tournèrent très différemment de ce qu'il imaginait. Luc vomit une énorme gorgée de sang sans pour autant s'effondrer. Son corps entier resta solide tandis qu'il exécutait chaque étape du forgeage avec précision. Quand l'épée fut tirée, elle portait une lame bleue imprégnée d'espoir. Luc la remit à Cécilie. Tranche ce salaud maintenant, tenant enfin le katana dont elle avait toujours rêvé. Cécilie ne perdit pas une seconde. Elle se jeta en avant. La lame bleue et les ténèbres se heurtèrent dans une pluie d'étincelles. Incapable de briser l'épée, Siegfried tenta d'écraser Cécilie par la force brute, son erreur fatale. Elle inclina sa lame vers le haut et la coinça profondément contre son épée. À la stupéfaction générale, l'épée démon se brisa en deux. Cécilie saisit l'occasion, bondit et porta une estocade verticale. La lame pénétra la poitrine de Siegfried mais sembla atteindre sa limite et se brisa. Grâce à cela, il fut gravement blessé, pas tué. Comprenant qu'un instant de plus serait la mort certaine, Siegfried les regarda de ses yeux venimeux. « Tu te souviens de mon visage ?» Puis il a disparu plus vite qu'un chien qui fonce à toute allure dans un champ, et hop, la bataille était terminée. Luc a été soigné grâce à un pacte d'air pour guérir ses blessures. Il allait se reposer, mais Cécilie a refusé. La bataille qui faisait rage dans la ville continuait. En tant que chevalière, elle ne pouvait pas se permettre de poser maintenant.